Je pense que toutes les étudiantes et tous les étudiants veulent être respectés, écoutés, encouragés à prendre des risques intellectuels et gratifiés par un enseignement qui développe leur talent, quel qu'il soit. Dans un environnement pédagogique sexiste et raciste, les femmes et les étudiants de couleur apprennent rapidement qu'ils doivent se battre pour être respectés et que même lorsqu'ils réussissent dans les mêmes domaines et de la même façon que les étudiants mâles de race blanche, ils se voient encore et toujours refusement relevant de la politesse. Ici, dans un environnement protégé mais progressiste, j'espère que c'est à ça que sert l'éducation. Nous devons être capables de proposer des modèles de changement et d'établir des relations de parents dans la classe. Toujours une fois, les étudiantes et moi-même, entre hommes et femmes. Et si vous ne pouvez pas provoquer ici, créer une sorte... Je me demande où nous allons pouvoir le faire. Les professeurs qui n'abordent jamais les questions relatives aux femmes et favorisant leur participation réduisent très efficacement ces dernières au silence en livrant un message clair sur ce qui se passe. C'est la même chose pour la sensibilisation aux questions raciales. Si un professeur de race blanche permet l'émergence et la non-dénonciation de comportements racistes entre étudiants, il confère une certaine légitimité à cette inconduite et signifie clairement aux étudiants de couleur, quel que soit leur sexe, qu'ils devront se débrouiller seuls. Ce que les hommes risquent d'apprendre dans cet environnement, où ils voient leurs relations de pouvoir renforcées, c'est qu'ils sont les seuls à légitimement voix au chapitre. Les femmes aussi apprennent que c'est comme ça que la société fonctionne et que nous ne verrons de changement ni en classe ni ailleurs. Lorsque la discrimination en classe a pour résultat de réduire au silence les étudiants et étudiantes des groupes minoritaires, c'est une grande perte. Tout d'abord, chaque étudiante contrainte à se taire perd l'occasion de tester ses idées, de recevoir du feedback et de développer sa pensée. Elle perd la chance d'attacher des concepts en cours d'articulation qui pourraient s'améliorer si quelqu'un d'autre y travaillait avec elle. Elle perd aussi la chance de découvrir que d'autres étudiantes et étudiants sont intéressés par le même sujet, que d'autres personnes pensent comme elle. Et puis le reste de la classe perd peut-être la chance d'entendre une voix exprimant ce que personne d'autre n'exprime et qui pourrait nourrir la réflexion de tous. Au moins, ils profiteraient d'une opinion différente sur ce qu'ils prennent pour acquis. De son côté, là où le professeur apprend à enseigner sans jamais être stimulé, ni défié par ses étudiantes et étudiants. Autrement dit, il n'apprend rien de sa classe, livrant bêtement ce qu'il ou elle connaît par cœur à un auditoire qui pense exactement de la même façon et reproduit fidèlement le modèle. Des professeurs de toutes les disciplines ont parti sur les classes de niveau post-secondaire. Affaires, sciences, psychologie, etc. Nous avons pu sur la partition de tous les départements. Nous avons constaté que ces schémas de comportement inéquitables, très volontaires, se retrouvent dans toutes les disciplines et touchent les étudiantes et étudiants de tous les... D'autres recherches démontrent que les étudiantes et étudiants appartenant à des groupes minoritaires visibles souffrent également d'une sorte d'invisibilité en classe. Après plusieurs années consacrées à l'étude des classes de niveau collégial et universitaire, nous avons entamé cette recherche au niveau primaire et secondaire. C'est là que nous avons mis au jour un type de comportement très intéressant. Découvert que les étudiants masculins de après les étudiants masculins appartenant puis en troisième dans la de l'attention, ce qui demeure la chose. Penchons-nous maintenant sur ce qui se passe vraiment en classe. Nous vous offrons dans le sketch un condensé de préjugés discriminants. Nous avons regroupé un bon nombre d'exemples démontrant le comportement tendancieux du professeur. Vous pourrez en identifier.
typique de ce collège et université qu'on y distingue véritablement. Une première faite d'un ou deux étudiants très actifs qui retirent grande partie de l'attention du professeur. Quelques étudiants qui ont émis finalement une troisième regroupant d'étudiants qui n'ont rien dit et d'être spectateurs silencieux du processus pédagogique. Parmi les causes de cette situation, notons que les étudiants masculins sont plus revendicateurs en classe. Ils lancent leurs commentaires, ils clament leurs réponses, ils accaparent et exigent notre attention. Lorsque nous réagissons aux réponses des étudiants, les hommes bénéficient d'observations plus claires et plus précises. Nous avons tendance à leur dire davantage qu'aux femmes « bon travail, excellente ». Ils ont droit à plus d'éloges, plus d'aide, de corrections et de critiques constructives. Ce type de commentaires très clairs et plus spécifiques mène à la réussite de ces étudiants. Les professeurs, hommes et femmes, font plus que d'enseigner les sciences, les mathématiques et l'anglais. Ils ont une grande influence sur le comportement de leurs élèves. Lorsqu'une ou un professeur fait un effort supplémentaire pour ouvrir la discussion à tous les étudiants, s'assurant que les femmes participent pleinement à la classe et qu'elles ne soient pas interrompues, voilà alors une des plus précieuses leçons du semestre. Il y a tellement de micro-inégalités, de ces petits préjugés subtils qui se glissent dans le rapport pédagogique et dont nous sommes totalement inconscients lorsque nous sommes en classe. Par exemple, nous découvrons que nous posons davantage de questions aux étudiants masculins, des questions faisant appel à leur mémoire, des questions de second ordre ou de première importance, de même que des questions provoquant la réflexion. Lorsque les professeurs impliquent les femmes dans la discussion, ils donnent une leçon très importante aux hommes de leur classe et enseignent aux femmes l'estime de soi et la conscience de leurs propres valeurs. Pour une jeune femme, il faut beaucoup de courage pour contester le langage mâle, un programme d'études pensé par et pour des hommes ou un professeur masculin. Lorsqu'elle parvient à atteindre ce niveau de courage et à faire part de ses revendications, elle est souvent réduite au silence, comme dans le cas suivant où une étudiante demande qu'on emploie le terme « camera person ». Cela est accueilli avec le sourire et donne lieu à des plaisanteries de la part du professeur et des étudiants masculins. Le langage utilisé dans cette classe a créé un autre environnement, un environnement masculin. Des analogies sportives, des commentaires référant à la mécanique et même des allusions sexuelles font en sorte que les étudiantes sont moins à l'aise et font moins partie de la classe. Malheureusement, c'est trop souvent le cas dans les classes dont le programme académique ne tient aucun compte du vécu des femmes. En classe, comme dans ce cadre plus informel, lorsque le professeur donne des indications précises, des commentaires vraiment utiles, c'est normalement des étudiants masculins qui les offrent. C'est un étudiant masculin qui a reçu des éloges pour la façon dont il utilisait la caméra. Lorsqu'il n'a pas su déplacer correctement la caméra, le professeur lui a montré comment il fallait le faire. Quand la jeune femme n'a pas réussi à manipuler cette caméra, c'est l'étudiante que le professeur a littéralement déplacée. Vous avez probablement noté le ton clairement paternaliste du professeur et des étudiants masculins envers les femmes.
Il peut être parfois décourageant de penser « Peut-être ne suis-je pas équitable dans la classe. Ce n'est pas ce que je veux, mais il est possible que je m'adresse davantage aux étudiants. » Pour changer, vous pouvez très simplement commencer en abordant une chose à la fois, comme par exemple d'attendre. Lorsque vous posez une question et que vous attendez moins d'une seconde à avoir la réponse, si vous augmentez ce temps d'une à 5 secondes, les recherches démontrent que lorsque les professeurs sont capables de faire cela, les femmes, les étudiants plus silencieux et les étudiants appartenant à une minorité cessent de participer aux discussions de la classe. L'éducation n'est pas un sport pour spectateurs. En tant que professeur, je pense qu'il y a un certain nombre de choses que je peux faire pour augmenter ma sensibilité aux problèmes de discrimination sexuelle dans la classe. Je pense également qu'il existe une panoplie de techniques que je peux appliquer pour améliorer et apporter quelques changements dans mes cours. Je peux me sensibiliser à ce qui arrive en essayant d'être à l'écoute de ce qui se passe dans la salle. Je peux me demander, après la classe, qui a pris la parole durant la dernière heure. Puis, revoir la liste des étudiants et compter le nombre d'hommes et de femmes qui se sont exprimés. Ensuite, travailler peut-être avec les étudiants ou avec moi-même pour découvrir qui semble apporter en classe la contribution la plus significative. Et peut-être alors, je vais réaliser que, j'attache peut-être beaucoup plus d'importance aux hommes qu'aux femmes. Une fois les problèmes identifiés, je peux commencer à intervenir plus directement et à donner plus d'attention à la façon dont je réagis au niveau non-verbal et m'arranger pour qu'il y ait là une sorte de rééquilibrage. Une des solutions à court terme pour les professeurs qui veulent changer est d'être très attentifs à la dynamique du pouvoir en classe. Si nous sommes de bons professeurs, nous devons être sensibles à ça de toute façon. Parce que la salle de cours est un lieu déterminé où les professeurs, investis de tous les pouvoirs, livrent leur savoir à une classe qui, elle, est sans pouvoir. On doit permettre que l'expérience de vie des étudiants ait un impact sur la classe, et je parle de tous les étudiants. Je pense que partir de cette base pédagogique, somme toute générale, pourrait favoriser les femmes et les minorités actuellement exclues. Les femmes n'ont pas accès à l'enseignement de façon égalitaire. Elles n'ont pas accès à la vie universitaire de façon égalitaire, et elles n'ont pas accès aux disciplines de façon égalitaire. Et elles apprennent à accepter cet état de choses. Elles découvrent que leur façon d'expérimenter la vie n'a aucune place ici, que leur connaissance du monde en tant que femmes n'a aucun rapport avec ce qu'elles apprendront en classe. Elles s'attendent à ce que le héros de la vie universitaire soit toujours un mâle, et elles finissent par s'y faire. Bien souvent, nous ne nous rendons même plus compte que le pronom « il » ne nous appartient pas. Nous y sommes si habitués que c'est presque un choc lorsque nous le voyons utilisé au féminin. Je pense aussi qu'en éducation, et spécialement dans l'enseignement supérieur, il y a une tendance à s'appuyer sur ce qu'on appelle le canon. C'est-à-dire la façon de faire les choses, le concept primordial, la glorieuse histoire, sans se rendre compte du fait que la dite glorieuse histoire fut écrite selon une perspective biaisée. Perspective essentiellement masculine, tant en littérature anglaise que dans la toute dernière méthode de gestion financière ou dans les théories concernant l'influence des médias sur la société. L'histoire n'est pas complète, ni objective, mais on nous a appris à la voir comme telle. J'attache une grande valeur à la liberté académique. Je ne pense pas avoir jamais eu vent qu'elle ait servi à appuyer les revendications des femmes. La liberté académique me semble presque universellement utilisée au maintien du statu quo. Donc, même si j'y tiens beaucoup, je crois qu'il y a des problèmes fondamentaux dans son application. Je soupçonne
qu'il y ait, au fond de tout cela, des présomptions racistes et sexistes. Et cela fait la différence dans ce que les gens veulent être libres de dire ou non. Le problème du racisme et du sexisme soulève beaucoup d'anxiété chez tout le monde, au sein des minorités, et chez les femmes qui tentent de se protéger, aussi bien que chez les professeurs. Et cette anxiété s'est entre autres manifestée via toute la question du politiquement correct. C'est comme si soudainement, les femmes et les minorités brimaient ces pauvres professeurs qui sont contraints à changer leur programme d'études et à modifier leur savoir de tout à fait inacceptable, dans le seul but de répondre aux demandes politiques des femmes et des minorités. Et je veux souligner ce problème du politiquement correct, parce qu'il me semble que c'est un bel exemple de réaction en contre-coup que vous expérimentez comme femme ou membre d'une minorité quand vous essayez d'obtenir un peu de respect en classe. Soudainement, demander que le programme d'études n'exclut pas la moitié du monde, c'est interférer avec le savoir, c'est contrecarrer le droit du professeur à enseigner ce qu'il ou elle a choisi d'enseigner, et ce genre de réaction ne tient aucunement compte du fait que le savoir a toujours été intimement lié au pouvoir. Premièrement, les membres du corps professoral sont comme tout le monde, surtout en ce qui a trait aux pratiques organisationnelles. Ils mettent en place une routine et développent des normes de comportement. Et c'est très difficile pour chacun de nous de changer. Deuxièmement, il me semble que surtout en milieu universitaire, nous, les professeurs, bénéficions d'une très grande autonomie et que nous sommes très contrariés lorsque cette autonomie est mise en péril. Évidemment, entrer dans ma classe où j'ai beaucoup de pouvoir et d'autonomie et essayer de suggérer des solutions qui m'obligeront à changer mon comportement, ça ne menace pas uniquement ma petite routine. Ça menace également mon territoire, mon sens de l'autonomie. Donc, je vais protéger mes acquis et je vais me défendre. Le féminisme n'était qu'une idée. Si le traitement différentiel en fonction de la race n'était qu'une idée parmi d'autres, ça relèverait peut-être du domaine de la liberté académique. Mais le racisme n'est pas juste une idée, et l'inégalité des femmes non plus. Le racisme et la misogynie sont des pratiques systématiques de subordination sociale. Si les gens peuvent exercer cette subordination en classe ou sur le campus universitaire, par leur discours, ou le contenu pédagogique, ou le type d'examen, ou les pratiques d'embauche, et voir justifier cette attitude au nom de la liberté académique, deux choses se produisent. D'abord, le système reproduit ces inégalités pour de bon, mais non plus, il y a de racistes dans ces manifestations et cachés sous cette abstraction neutre et universelle nommée expression. Le racisme et le sexisme ne sont des mots. Les pratiques qui maintiennent la subordination des femmes ne sont pas seulement des idées, et elles doivent être corrigées.